Bon, personne va être étonné, aujourd'hui, encore une fois, on parle de féminisme. Je sais que pour beaucoup, quand on parle de féminisme, de questions de genre ou de sciences sociales de manière plus générale, se farcir un énorme essai qui parle de ces questions-là, c'est assez compliqué et c'est surtout pas très ragoûtant, ça donne pas forcément envie. Parfois, les livres de non-fiction, qui vont être quand même souvent assez énormes, écrits petits, c'est quelque chose qui est trop exigeant et dans lequel on peut parfois perdre un petit peu le plaisir de la lecture, mais ça veut pas dire qu'on peut pas parler de ces sujets autrement. Et pour cette fois-ci justement, on va parler de féminisme, mais pas à travers des essais, et bien à travers de la littérature, et de la littérature qui va être, aujourd'hui en tout cas, plutôt de la littérature blanche, de la littérature classique ou de la poésie et du théâtre. Et vous verrez que souvent c'est largement suffisant pour aborder des thématiques féministes, des thématiques liées aux questions de genre, ou même beaucoup d'autres thématiques qui vont être inhérentes au féminisme ou simplement au militantisme. Après, vous le verrez très rapidement, il y a du plus ou moins trash, il y a du plus ou moins subtil, mais du coup, maintenant que vous êtes prévenus, on va pouvoir se lancer dans cette petite sélection. Et on va commencer en force dans cette thématique de livres féministes, vous allez le voir, puisqu'on commence avec un livre qui n'est pas très épais, mais qui pourtant est extrêmement puissant. Je vais vous présenter Les Orageuses, qui est écrit par Marcia Burnier et qui est publié aux éditions Cambourakis. Et moi, quand je l'ai lu, je l'ai adoré et il m'a extrêmement touchée. Et là, pour le coup, je vais vous le dire tout de suite, c'était pas du tout une lecture reposante. Il faut le savoir avant de se lancer dans la lecture, mais je pense que c'était complètement le but de l'autrice. Et s'il fallait un petit peu pitcher le livre et vous donner une sorte de résumé, je dirais qu'on se confronte dès les premières pages à un groupe de filles parmi lesquelles toutes ou presque toutes ont subi des violences sexistes et sexuelles. Et si parfois dans ce type de groupe de parole, la violence et le pardon sont un petit peu au cœur du processus de guérison, ici c'est pas du tout le cas. Au contraire même, puisqu'ensemble, elles vont décider d'organiser leur vengeance et de rendre justice par elles-mêmes. C'est un livre qui est très court, mais qui, de par son sujet, est aussi extrêmement saisissant. Et je dirais que dès les premières pages du livre, on sait déjà à quelle thématique on va être confronté, et surtout, on sait déjà dans quelle violence on s'engouffre. On va notamment être confronté au statut qui est assez ambigu des victimes et au rôle que la société attend d'elles. Et on est aussi et surtout confronté à l'inaction de la justice dans les cas de violences sexistes et sexuelles. Et dans ce livre, on se prend de plein fouet la rage et le sentiment d'impuissance, et surtout le besoin de se réapproprier la violence. Et dans mon cas, ce roman, il m'a beaucoup secoué, mais je pense que c'est exactement l'intention de l'autrice. Et je pense clairement que ce livre, il peut faire beaucoup de bien à découvrir et il peut avoir un effet assez libérateur qu'on soit familier de ces sujets-là ou pas du tout. Et on va continuer cette sélection avec, si je ne me trompe pas, un petit roman historique. Et je vais tout de suite vous présenter Les Graciés, qui est écrit par Kieran Millwood Hargrave et qui est publié chez Robert Laffont. Et c'est un livre dans lequel on va remonter le temps jusqu'au XVIIe siècle pour se plonger à corps perdu dans les thématiques des chasses aux sorcières en Norvège. Et on se retrouve directement projeté dans un village qui est pratiquement exclusivement composé de femmes, puisqu'on nous explique que 3 ans avant l'époque où se passe le récit, une tempête a complètement décimé l'entièreté des hommes qui étaient présents sur l'île alors qu'ils étaient partis en mer pour pêcher. Tout ça, c'est juste le postulat de départ, mais l'histoire, elle commence vraiment 3 ans plus tard. Alors qu'elles avaient efficacement organisé leur survie et structuré leur société et qu'elles n'avaient visiblement besoin d'aucun homme pour leur survie, un homme va débarquer sur l'île accompagné de tout un lot de sinistres conséquences. Puisque cet homme, qui est un homme d'église, est connu pour son palmarès de sorcière soi-disant démasquée et brûlée vive directement sur le bûcher. Et cette arrivée sur cette île, elle va être assez décisive, je suppose que vous vous en doutez, et elle va apporter son lot de conséquences pour absolument toutes les femmes qui vivaient auparavant sur cette île, seules et tranquilles. Et ce qui est le plus malheureux, mais aussi le plus intéressant vis-à-vis de cette œuvre, c'est qu'on nous dit dès le début qu'elle a été écrite à partir de faits réels. Et dans ce récit se pose déjà la question de l'indépendance des femmes, la question du poids de la religion sur le vécu des femmes, mais aussi celle de l'homosexualité, qui, on le sait de manière générale, est sévèrement punie à cette époque-là. Et on y évoque aussi la figure de la sorcière, une femme seule, forte, indépendante et qui vit généralement recluse. Ce livre-là, il est à la fois très poignant et intriguant, mais il est aussi plein de rebondissements
Alors évidemment, ça reste un roman, donc c'est de la fiction, mais si on est intéressé par la période historique de la chasse aux sorcières, ce livre-là, il est quand même extrêmement bien documenté et l'autrice a vraiment fait des recherches pour se rapprocher le plus possible de ce qui se passait à cette époque-là. Et sur ces mots durs, on s'arrête et on en a fini pour Les Graciers. Et après 2 livres qui abordent des sujets qui nous restent très largement en travers de la gorge, on va avancer vers quelque chose d'un peu plus léger, même si c'est pas forcément plus gai, comme vous allez le voir. La Vagabonde, qui est écrit par Colette, c'est l'histoire d'une femme qui, après avoir subi humiliation et tromperie, trouve enfin la force de quitter son mari pour aller vivre sa propre vie. Et à partir de ce divorce, on va voir une narratrice qui prend enfin le taureau par les cornes pour aller vivre sa propre vie et ne dépendre que d'elle-même pour son propre bonheur. Et c'est un moment qui est très libérateur pour la narratrice. Et justement, ce livre, il va parler surtout de liberté, mais aussi de la solitude et de l'indépendance financière et sentimentale des femmes. Et on est face à un personnage principal qui va être un peu marginal, un peu déclassé, et elle va assurer sa survie financière en se produisant sur des scènes de musical en tant généralement que mime, que comédienne ou que danseuse. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce livre, à travers la fiction, il va questionner ce que l'amour hétérosexuel fait aux femmes. La Vagabonde, c'est l'histoire de beaucoup de trentenaires, quarantenaires ou cinquantenaires, je pense. Et en plus que ça, c'est écrit d'une plume dont il n'y a absolument plus aucune renommée à faire, puisque je pense que Colette est déjà largement assez bien connue pour son style littéraire et pour la qualité de ses écrits. Et c'est en encensant cette grande dame qu'on clôture cette recommandation. Et on avance encore un petit peu sur le chemin de la fiction féministe avec un livre qui explore en long, en large, en travers et sans complexe la sexualité féminine. Dans Insurrection en territoire sexuel, qui est écrit par Wendy Delorme et qui est publié aux éditions Au Diable Vauvert, on va parler de microfiction et de petites nouvelles. Et ces petites histoires courtes vont nous parler sans tabou et avec des mots qui sont extrêmement crus de ce que l'autrice appelle elle-même un manifeste politique et sexuel. Et ce que j'ai particulièrement aimé dans ce livre, c'est qu'on va nous parler de vie et de sexualité qui sont queer. Et ça ne s'arrête pas là, puisqu'on va parler de ce qu'il y a de politique dans cette exploration qui est charnelle et qui surtout qui se veut féministe. C'est des nouvelles qui vont être très très crues, autant dans la découverte des corps que dans la réflexion de la narratrice. Et je trouve que ça met très bien en scène cette joie naïve de la découverte sexuelle et militante, surtout qu'on a dans sa jeunesse. Et d'ailleurs, au début du livre, dans une préface, l'autrice, elle revient sur tout l'impact que la publication de ses œuvres a eu sur sa vie à elle, qui est aujourd'hui la vie d'une femme de 40 à 50 ans. Et elle profite aussi de ce moment pour revenir sur sa terminologie et sur l'évolution de sa pensée. Je vais pas vous en dire plus parce que c'est des petites nouvelles qui se découvrent assez rapidement. Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai adoré plonger dans ces petites histoires qui sont au final très simples et très décomplexées. Et j'ai adoré rencontrer une Wendy Delorme qui a tout juste 20 ans et qui se confronte à la désillusion du monde, qu'il soit sur le plan militant ou sur le plan sexuel de manière générale. Et on en a fini pour Insurrection en territoire sexuel. Et avec ce prochain livre, on passe sur quelque chose de complètement différent. On avance dans la sélection avec un petit livre qui peut se lire en tout juste 1 heure, puisqu'on va parler d'une pièce de théâtre. Et si vous pensez que l'ambiance va se détendre, eh bien vous avez tout faux, parce que visiblement le féminisme c'est pas très fun. Pour autant, le texte que je vais vous présenter, il est très très cool et surtout il est très très drôle. Dans Les Petits Bolets, qui est écrit par Pascaline Nervit et qui est publié aux Presses universitaires du Midi, on va nous parler tout simplement d'une révolution d'ouvrières dans une usine de soutien-gorge. Et dans ce tout petit livre, on va lire des dialogues, des paroles de chansons et des slogans qui vont complètement structurer le récit. Et moi je dis que c'est une pièce de théâtre pour que ça puisse à peu près parler à tout le monde, mais la forme de ce livre-là, elle est beaucoup plus libre que ce qu'on peut penser. En très peu de pages, on va aborder évidemment la question de l'indépendance et du travail des femmes, mais pas que.
on va aussi parler de leur poids politique et de l'oppression des femmes, que ce soit dans leur vie personnelle comme dans leur vie professionnelle. Et parce qu'on n'est pas fâché avec le kiff, cette pièce de théâtre, elle se complète d'une petite analyse des luttes ouvrières des femmes depuis les révolutions de mai 68. Et je trouve que c'est une très belle entrée dans le féminisme si on n'est pas familier avec ces thématiques. Et je trouve également que c'est une très très bonne entrée dans le théâtre si on n'en a jamais lu ou qu'on ne sait pas du tout par où commencer. Et là-dessus, on referme cette parenthèse théâtrale. On enchaîne avec mon coup de cœur de la vidéo qui a d'ailleurs été, je pense, l'un de mes livres favoris de l'année 2024. Et je vais vous parler de l'unique Je serai le feu, un magnifique recueil de nouvelles qui a été illustré et regroupé par Digli. Et quand j'ai rencontré ce petit chef-d'œuvre, cet excellent livre, moi je suis complètement tombée dans la poésie et en particulier la poésie qui était écrite par des femmes. Et là pour le coup, peu importe l'époque ou la nationalité des autrices, j'ai toujours eu l'impression que je passais un petit peu à côté de la poésie de manière générale, mais en fait c'était tout simplement parce que je pense que je n'avais jamais lu de femme puisque je suis complètement tombée dedans et que ça m'a obsédée de découvrir des nouvelles poétesses pendant très longtemps. Et je sais pas si c'est lié à moi ou à ma personnalité en particulier, mais j'ai eu l'impression en lisant ce livre-là que c'était hyper facile de se laisser couler dans cette poésie et de se laisser complètement emporter par les pages. Et dans ce recueil, du coup, on a surtout affaire à Digli, qui est une illustratrice, qui a fait un énorme travail de recherche pour pouvoir nous donner accès à des poétesses de tous horizons. Et les femmes qu'on va lire là-dedans, elles peuvent être très très connues comme complètement oubliées, parfois elles sont modernes et parfois elles sont très anciennes, et surtout parfois c'est des poétesses qui sont françaises et d'autres fois elles viennent d'ailleurs partout dans le monde. Et pour chacune des femmes qui figurent dans ce livre, on va avoir accès à une partie, une toute petite bribe de son travail, mais également une petite présentation et un magnifique portrait de chacune de ces femmes qui est du coup réalisé par Digli. C'est hyper touchant, c'est hyper varié en termes de thématiques et j'ai l'impression que tout le monde peut y trouver son compte. Et tout ça, ça en fait une anthologie qui est magnifique, tant dans le projet que dans les textes, que dans les illustrations et même que dans l'objet livre qui est sacrément joli. J'estime que c'est un super cadeau à faire aux autres ou même à se faire à soi-même pour avoir une belle bibliothèque. Et je crois qu'on s'approche de la fin. Et on arrive tout doucement à la fin de cette vidéo, on s'attaque à la dernière recommandation de cette liste. Et pour finir tout en douceur, je vais vous parler d'un petit livre qui est à destination de la jeunesse et qui s'appelle Sophie Germain, la femme cachée des mathématiques. Il est écrit par Sophie Dudler et dans ce livre, on va tout simplement revenir sur la vie de l'une des premières mathématiciennes du XVIIIe siècle. Et à cette époque, on s'en doute bien, elle a dû ruser pour réussir à s'instruire dans cette discipline qui était 100% réservée aux élèves masculins. Et on va la suivre jusqu'à devenir l'un des plus brillants cerveaux scientifiques de sa génération, mais comme beaucoup d'autres évidemment, elle a fini par tomber dans l'oubli. C'est un roman qui se veut historique, puisque l'autrice elle a vraiment travaillé sur l'histoire de Sophie Germain pour écrire ce livre-là, même si elle a pris quelques petites libertés pour combler les trous de l'histoire qu'on n'avait pas de cette femme. Et d'ailleurs, ce côté romancé, ça peut rendre le livre encore plus intéressant dans la mesure où elle essaye de se mettre à la place de Sophie Germain et de nous livrer les réflexions par lesquelles elle a pu passer à ces différentes étapes de vie. Je vous le place ici comme un petit bonus de fin de vidéo, parce que c'est vrai que c'est un livre qui est avant tout destiné à la jeunesse. On peut dire qu'il peut se lire dès le collège, on va dire. Mais je trouve que c'est le type de livre qui est d'utilité publique à mettre dans tous les mains, que ce soit les mains des petites filles, des petits garçons, et même les mains des adultes, puisque moi, à mon grand âge, j'ai adoré le lire. Alors si ce type de sujet peut vous intéresser, ou que vous avez des petites filles qui commencent à rêver grand et qui se passionnent pour des mathématiques, pour les sciences ou pour des sujets qu'on réserve généralement aux garçons, à tort évidemment, n'hésitez pas à leur mettre ce type de livre dans les mains parce que c'est très beau de pouvoir leur montrer déjà de la diversité et de la représentation dans tout type de domaine. Et c'est sur les belles pensées de Sophie Germain qu'on se laisse.
Et je crois qu'on en a terminé pour aujourd'hui. C'est sur ce magnifique méli-mélo de références autour du féminisme qu'on va se laisser malheureusement. C'est peut-être pas des sujets qui vont passionner tout le monde, je le sais, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas des petites portes dérobées pour se familiariser un petit peu plus avec ce type de réflexion. En tout cas, j'espère que ça vous aura quand même inspiré dans vos lectures. Et on se laisse là-dessus. Et je vous fais des bisous.